Donc Charles Court pour un regard sur l'instrumentation de la charnière. Charles Court est orthopédiste à Bicêtre et on partage avec lui les joies et les peines au quotidien. Bon, merci Fabrice pour l'invitation. Oui, j'ai le plaisir depuis maintenant plus de 20 ans de travailler avec nos collègues neurochirurgiens. Et donc j'ai beaucoup appris grâce à vous. Donc je voudrais partager quelques éléments. Fabrice m'a demandé donc de vous parler de l'instrumentation de la jonction crânio-cervicale. Donc avant d'en parler, il faut d'abord savoir quelles vont être les conséquences quand vous allez faire une orthodèse de la jonction. Il faut savoir que d'un point de vue biomécanique, la flexion-extension, c'est 25-35 degrés qui se fait entre C0 et C1. Donc dès lors que vous allez fixer l'occiput, vous allez perdre 40% de la flexion-extension du rachis cervical. En ce qui concerne la rotation, c'est C1, C2, c'est 60% de la rotation du rachis cervical. Alors ce n'est pas une rotation pure, en fait il y a un effet d'abaissement du fait de la convexité de l'articulaire supérieur de C2. Et en fait C1 va descendre pendant la rotation et venir s'encastrer sur l'obliquité de l'endotoïde, ce qui en fait va verrouiller la rotation et en même temps protéger de tensions excessives les structures nerveuses et vertébrales. Alors, les voies, on ne va pas revenir sur la voie postérieure classique, les risques neurologiques dus au retournement, les compressions des points d'appui, les étirements plexus brachial. Donc ça, c'est quelque chose de classique que vous connaissez. Alors, commençons par la fixation occipitale. L'occiput, vous savez, la partie la plus épaisse de l'os occipital, c'est la protubérance externe, qui est donc sur la ligne médiane. Et cette épaisseur va décroître latéralement et vers le bas. La fixation doit être toujours sous la ligne nucale supérieure pour éviter donc le sinus transverse. Donc dans cette partie épaisse, on peut mettre des vis jusqu'à 12-14 mm, alors que sur la partie latérale, on verra qu'on peut mettre des vis beaucoup moins longues. Alors il y a plusieurs systèmes de fixation occipitale. Il y a les systèmes tige-plaque. Donc c'est une tige en continuité avec une plaque dans laquelle on peut mettre des crochets, comme a montré le collègue pour les pédiatres, mais qui se faisait aussi chez l'adulte. Ça ne se fait plus maintenant, effectivement. L'avantage de ça, c'est que vous avez une orientation, une inclinaison de 110 degrés qui est fixe, ce qui veut dire que c'est l'orientation pour garder la ligne, le regard horizontal. Ce qui veut dire que c'est la tétière et le crâne que vous amenez sur les plaques, et non pas la plaque que vous amenez sur le crâne, pour avoir bien un regard horizontal. Donc ça, c'est l'intérêt, c'est que c'est fixe, c'est une angulation fixe. On peut les placer latéralement, donc quand vous faites une crâniectomie, on peut encore placer ces vis, ces tiges-plaques. Les désavantages, c'est une fixation donc plus latérale, donc dans la partie moins épaisse de l'occiput. Et puis vous avez donc une variation de diamètre de la tige. Vous voyez qu'elle grossit ici parce que c'est un point de faiblesse mécanique. Et donc parfois sur les coups assez courts et les crânes un peu encastrés, on a du mal à par exemple connecter une vis C1 sur cette tige qui est plus large à cet endroit. Et donc parfois on doit trouver d'autres astuces avec des câbles par exemple. L'autre système, c'est l'utilisation d'une plaque, cette fois-ci, qui est médiane. Donc son avantage, c'est donc la fixation dans l'os, la partie la plus épaisse de l'occiput. Vous avez ensuite une tige qui est la tige classique que vous venez insérer dans cette plaque. Donc il n'y a pas de différence de diamètre, donc vous pouvez plus facilement adapter une vis C1, par exemple, à la tige. En revanche, la fixation est médiane, donc elle ne va pas être possible si vous faites une crâniectomie. Et puis, il faut faire attention au cintrage, comme je vous l'ai dit. Il faut vous cintrier à 110 degrés votre tige. Donc ça, il faut faire des contrôles PEROP, il faut s'aider de goniomètre, etc. pour que votre patient sorte avec un regard horizontal. Donc dans cette partie plus latérale, on met des vis de plus faible longueur, de l'ordre de 7, 6 mm, ça dépend, 9. Il faut avoir essayé de regarder avant, bien sûr, sur le scanner préopératoire. Il faut les mettre bicorticales. Donc l'iris, c'est la brèche durale. Quand vous vous mettez votre vis, quand vous méchez, il faut utiliser donc des guides mèches à buter, mais il y a toujours un petit tissu de LCR. Le saignement veineux, les risques d'arrachement et de démontage, et de pseudarthrose, surtout à la jonction occipito-cervicale. Donc pour ça, je dirais qu'il ne faut pas faire de compromis sur la greffe. Il faut donc s'acharner à avoir une bonne greffe osseuse, et vous avez une petite surface osseuse en fait, si vous mettez en postéro-latéral. Donc il faut encastrer un greffon,
il faut tailler un greffon corticospongieux. On va faire une tranchée au niveau de l'occiput, si c'est possible, évidemment. Si on a fait un agrandissement, là, ça devient plus compliqué. On va le tailler en U, l'encastrer sur la lame de C2, si celle-ci est toujours là, éventuellement le verrouiller sur les plaques, rajouter un DTT, c'est un système transverse postérieur qui va appliquer le greffon. Et vous voyez, on va essayer de l'encastrer pour avoir une greffe valide. Ça, c'était pour un patient qu'on avait opéré avec Fabrice d'une occipitalisation de C1. Pour C1, c'est le vissage des masses latérales donc, qui a été décrit par Arms en 2001. Ça, c'est les schémas tirés de son article. Donc, il faut aller chercher la masse de C1, la partie médiane, en passant au-dessus de la racine C2. Alors, en étant oblique vers le haut, en étant un peu convergent. Alors, la vraie vie, ce n'est pas tout à fait ça, puisqu'il y a plusieurs dangers. Le premier danger, c'est le saignement veineux, parce qu'il y a beaucoup de plexus veineux à cet endroit, et souvent, c'est comme tout à l'heure la décompression, il faut tasser, mettre du surgicel, mettre du Flocil, et puis passer de l'autre côté. Et puis, voilà, ça peut saigner beaucoup. L'autre problème, c'est la lésion de la racine C2, avec une perte de sensibilité, la partie postérieure du scalp. Donc pour éviter ces écueils, il y a eu des modifications proposées, c'est-à-dire de rentrer plus dans la lame de C1, donc avec un trajet, l'intérêt c'est d'avoir une vis plus longue, et d'éviter la dissection C1-C2. Alors là, un autre inconvénient arrive, c'est le risque de lésion de l'artère vertébrale. Alors il faut connaître, et vous le savez, ce segment V3 de l'artère vertébrale, en particulier sa portion horizontale, qui prend une direction postéromédiale en arrière des masses latérales de l'atlas et qui va reposer sur le sillon de l'arc postérieur de l'atlas. Et quand on voit certaines pièces anatomiques, on voit que ce sillon, vous voyez, elle peut creuser un sillon important et avec une épaisseur de lame qui est très faible, et donc là c'est impossible d'aller mettre une vis dans cette lame. Et puis une autre variation anatomique, c'est le ponticule postérieur, avec un trajet de l'artère vertébrale dans C1, et donc qui peut en imposer pour avoir, on a l'impression qu'il y a une bonne épaisseur de lame, et en fait si on fraise, on va tomber dans la vertébrale. Et vous voyez que c'est dans 12 à 20% des cas. Donc piège aussi de cette deuxième technique. Autre piège qu'il faut connaître, c'est les anomalies de cette artère vertébrale. Il peut y avoir donc des anastomoses dans 4% des cas en arrière de C1-C2, donc il va poser des problèmes techniques lors de l'abord. On l'a vu, il peut y avoir aussi des artères vertébrales qui vont passer en avant de l'arc postérieur de C1 et donc barrer la route pour C1-C2. Et donc finalement, la vérité, elle est entre les deux, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut parfois ne pas rentrer là ou ne pas rentrer dans la lame, mais rentrer plutôt en fraisant juste un petit peu le bord inférieur de la lame pour rentrer un peu plus haut dans l'articulaire et éviter à la fois le saignement, la racine C2 et les lésions de l'artère vertébrale. Les autres dangers du vissage articulaire de C1, c'est l'artère carotide interne si on met des vis trop longues et le 12 avec des vis bicorticales. Bien sûr, on a envie de mettre des vis bicorticales pour avoir une meilleure tenue, mais c'est dangereux. Donc la technique du vissage, elle se fait sous scopie, mais maintenant, bien sûr, l'apport de la navigation est essentiel. Ça permet de mettre des vis souvent plus grosses, mieux placées, plus longues, mais en ayant bien mesuré la longueur. Et on va pouvoir donc mettre soit une vis plus ascendante ou horizontale. En particulier, on peut mettre des vis ascendantes si on veut prendre de l'articulation C1-C0. Qu'en est-il de la fixation dans C2 ? C'est une fixation transsismique. Alors souvent on parle de pédicule, alors anatomiquement c'est un isthme, puisque c'est la pars articularis, c'est-à-dire entre l'articulaire inférieur et l'articulaire supérieur. Donc cette zone isthmique peut être effectivement vissée, avec un danger encore, l'artère vertébrale. Donc ce vissage, on rentre au niveau de C2, de l'articulaire, avec une angulation plutôt médiale, c'est convergent, un isthme, et un ascendant d'une vingtaine de degrés. On peut pousser cette vis plus loin en faisant un vissage transarticulaire, ce qui avait été décrit par Magerl, qui donne une excellente tenue. C'est souvent assez difficile d'aller prendre C1. Il faut être plus ascendant ou alors prendre une vis, un point d'entrée plus haut pour pouvoir enfiler C1.
L'intérêt, c'est que ça a une très bonne tenue mécanique, mais souvent difficile, et il faut que C1, C2 soit parfaitement réduit une articulation sur l'autre, sinon on risque d'avoir des dangers. Ça peut être grave. Danger, pardon. Ici, un exemple où on peut combiner un vissage transarticulaire avec un vissage C1, et puis toujours associer, bien sûr, une greffe. Alors cette fois-ci, le vissage, on part de plus bas, on va passer sous la racine C2 pour essayer d'aller voir l'articulaire C1, C2, pour essayer de l'aviver, voire même de la greffer, pour que cette arthrodèse puisse consolider. Donc le danger de ce vissage transsismique, c'est l'artère vertébrale, et il faut pour cela bien analyser les scanners préopératoires, car il y a des variations anatomiques qui vont vous interdire de visser l'isthme de C2. C'est en cas de foramen haut de l'artère vertébrale, ce qui est présent dans 18 à 23% des cas et qui va rendre impossible de mettre une vis ici dans l'isthme. Et puis vous avez parfois des patients qui ont des isthmes dysplasiques, étroits, malformatifs, dans 10% des cas, et une vis ne pourra pas rentrer dans l'isthme. On verra tout à l'heure comment on peut se rattraper. Donc le point d'entrée, il vaut mieux le faire sous scopie, ou si on a la navigation, c'est un autre chapitre. Et on va suivre donc la mèche, le mesureur sous scopie et l'insertion de la vis qui donne une excellente tenue dans l'isthme de C2. Alors les complications de ces fixations occipito C1, C2, on l'a vu, lésion de l'artère vertébrale, lésion de la carotide interne, lésion médulaire si on est trop convergent, l'atteinte du 12, lésion radiculaire de C2, les saignements veineux, mauvaise tenue des implants éventuels, démontage des implants, non-consolidation. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de complications qu'il faut connaître pour essayer en tout cas en prévenir un certain nombre. Alors la navigation, bien sûr, a changé un peu la vision de ces fixations occipito-cervicales. Alors parfois, le montage doit descendre, bien sûr, au rachis cervical inférieur. Vous connaissez ces techniques de visée. La technique de Maguire, là, vous faites votre croix, vous rentrez dans le quadrant inférieur et médian, vous visez le quadrant supéro-externe avec une ascendance de à peu près 30-40 degrés et une divergence en s'appuyant sur l'épineuse, ce qui vous donne la divergence exacte. Donc les visées type Maguire qui enfilent toute l'articulaire, que les visées Roi-Camille qui sont plus droit devant et qui enfilent moins l'articulaire. Donc cette fixation occipito-cervicale, eh bien, il va falloir l'étendre plus ou moins bas suivant la qualité osseuse, suivant l'indication. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça. On peut combiner des vissages. Ici, un vissage transarticulaire combiné avec un vissage C1, parce que de ce côté-là, on avait réséqué l'articulaire. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut utiliser différentes techniques de fixation. Un exemple d'une assimilation occipito-cervicale à un patient de Fabrice Parker qu'on avait opéré, avec une fixation transsismique dans C2. Et on voit très bien que si on avait eu la navigation à cette époque, on aurait sûrement poussé notre vis jusque dans le condyle, enfin le condyle ou C1, je ne sais pas comment on l'appelle, et faire une fixation transarticulaire qui aurait donné une tenue mécanique encore meilleure au montage. Alors, quand on a des problèmes techniques, quelles sont les solutions de rattrapage qu'on peut avoir? On peut avoir donc des insuffisances d'ancrage occipital, on peut avoir des impossibilités techniques de réalisation ou des vissages C1, C2 impossibles. Alors, un des premiers problèmes, c'est les craniectomies et les résections de l'arc postérieur, que vous connaissez parfaitement. Eh bien, évidemment, on va avoir un problème, on ne pourra plus faire de fixation centrale, il faudra faire des fixations latérales avec une tenue moins bonne. Et donc, certains ont développé dans ces cas-là la fixation par des condyles occipitaux. C'est été créé en 2008, justement après des craniectomies, de façon à augmenter d'une part la surface de greffe possible. C'est intéressant parce que lorsque vous évitez de mettre une plaque au niveau de l'occiput, donc les problèmes cutanés ou d'escarres qui peuvent se produire. Bien sûr, il faut, à mon avis, là, utiliser la navigation. Et avec la navigation, pour le moment, on va pousser encore les indications. Et les études anatomiques montrent que dans 80 à 90% des cas, cette technique est possible. Personnellement, je n'en ai pas l'expertise. Peut-être certains d'entre vous l'ont et on pourra le partager. C'est sûrement une technique un peu difficile, mais qui donne la même tenue mécanique
que les montages par plaque occipitale. Les dangers, c'est le canal du nerf grand hypoglosse, donc il y a une fenêtre de passage de cette vis qui doit être bien calculée sur le préopératoire, et c'est là où la navigation prend tout son intérêt. Le danger de l'artère vertébrale et là aussi de la carotide interne. L'intérêt aussi, c'est que donc, vous mettez une tige que vous cintrez, donc c'est moins compliqué que l'adaptation entre la plaque occipitale, les vis cervicales. Parfois, on a du mal, il faut utiliser des systèmes de rattrapage. Et donc, c'est sûrement quelque chose d'intéressant. Et on voit régulièrement des papiers dans la littérature. Lorsque vous n'avez pas fixé C1 et qu'il y a encore un arc postérieur de C1, ben vous pouvez vous rattraper avec des crochets supralaminaires. On a vu des exemples. C'est plus simple à mettre. En revanche, ça a une moins bonne tenue mécanique. Surtout, en particulier, ça verrouille moins bien les rotations qu'une vis C1. Les crochets, souvent, ça se promène un petit peu sur la lame, même si on les met en compression. Donc c'est moins bon d'un point de vue technique, d'un point de vue mécanique, pardon, mais c'est plus simple à réaliser. Une autre façon aussi de se rattraper, ce sont les vissages lamolamaires. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être réalisé dès lors qu'il y a encore une lame, bien sûr, de C2 jusqu'à T1. C'est un système intéressant, assez simple à réaliser, qu'on peut faire sans navigation ou sous navigation, ce qui rend la chose encore plus simple. On rentre au pied de l'épineuse, on vise l'articulaire contralatéral, et on peut mettre une vis de chaque côté dans chaque lame, et ce qui permet d'avoir des montages mécaniquement aussi bons qu'une vis articulaire. Donc voilà une combinaison. Ici, donc là c'est une navigation, une vis C1, de l'autre côté et une vis C2. De l'autre côté, on ne pouvait pas prendre l'isthme de C2 parce qu'il y avait, je crois, un foramen haut. Donc on a mis une vis lamolamère contralatérale. Donc on peut combiner les montages. Enfin, pour terminer, lorsqu'on ne peut rien faire par derrière, mais on peut le faire aussi par devant. Et donc, pour ça, il y a la technique de fixation C1, C2, décrite par Dutoit et Jeanneret ensuite. Donc, par voie antérieure, on aborde C2 et on va venir visser en transarticulaire C1, C2 avec une visée oblique. Et là aussi, avec maintenant la navigation, je pense que ces techniques vont reprendre de l'intérêt parce qu'elles ne sont pas forcément faciles à faire sous scopie. Donc pour conclure ces fixations, je crois que ce qui est important de retenir, c'est que l'anatomie et les variantes anatomiques doivent être connues. Il faut bien analyser l'imagerie, et on l'a vu tout à l'heure, l'imagerie 3D sur le scanner et l'angio TDM pré-op en 3D, voir toutes ces variations anatomiques. Il y a beaucoup de possibilités, en fait, elles sont multiples, il faut les connaître, il faut savoir, on va dire, jouer avec. Sûrement, bien sûr, la navigation facilite beaucoup la pose de tous ces implants. Je dirais que presque elle est rendue même obligatoire dans certains cas. En particulier, je pense pour les techniques mini-invasives, mais c'est le sujet du prochain topo. Et il faut aussi connaître toutes ces possibilités de rattrapage qui doivent s'adapter aux fonctions, aux conditions locales. Je vous remercie.